pas le Six-Spoon, non. Bolchegeek. Bolchegeek. Oh, Bolchegeek. Bolchegeek, tu as arrêté de jouer. Tu as oublié d'où tu viens. Tu dois faire une émission sur StarCraft. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas encore me dire que je ronfle, c'est ça? Non, c'est pas ça. D'ailleurs, on sait toujours pas comment une voix dans ma tête peut ronfler. T'as pensé à consulter? C'est toi qui entends des choses et c'est moi qui devrais consulter? On the first day of Christmas, Blizzard gave to me a brand new SCV. On the second day of Christmas, Blizzard gave to me 2 Terran Wraiths. C'est bizarre, j'ai rêvé que je devais faire une émission sur StarCraft. Mais c'est une super idée! T'adores StarCraft! Non, ça fait un moment que j'y ai pas joué, et puis... Non, c'est plutôt Star Wars que je devrais faire en ce moment. Sérieusement? Qu'est-ce que tu vas dire sur Star Wars qui n'ait pas déjà été dit? Allez, vas-y, puis c'est l'occasion de rejouer. Non, mais tu peux pas comprendre, enfin... StarCraft, c'est plus qu'un jeu, j'aurais pas le courage de m'y remettre. Oh, allez, vas-y, tente une intro. Salut à tous mes chers petits camarades, en ces périodes de fête, j'aimerais vous déposer sous le sapin une petite émission sur un jeu de stratégie qui a marqué des millions de joueurs et soulevé les foules de par le monde, mais pas seulement. Non, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Oh la ferme! Générique! Quoi, on a déjà un générique? Petite voix, tu ronfles encore. Petite voix, c'est chiant là. Eh, mais je dors même pas! Bah alors qu'est-ce que... Salut à toi, Bolchegeek. Salut. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur. Je suis le Zergling des Noëls passés. D'accord. Je suis là pour te dire que tu dois faire une émission sur StarCraft. Et sinon quoi? Sinon, je te tue. Et avec quelle armée? Ah, calme-toi, je déconne. Je suis là pour te montrer le passé. Ton passé. Tu te souviens? C'était la fin des années 90, l'époque de l'AOL 56K qui coupait quand tes parents utilisaient le téléphone. Quand j'étais gamin, je jouais sur console, exclusivement sur Sega. Et j'ai tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'à la Saturn. Tu veux en parler? Après ça, je me suis mis à jouer sur PC, et c'est là que j'ai découvert les point and click, les RPG et surtout les jeux de stratégie. D'abord, il y a eu pour moi Civilization 2, où je m'amusais à changer les skins sous Paint, mais surtout il y a eu ça. Il faut bien comprendre qu'on n'avait pas tout sur le net à cette époque, les tests, les previews, les bandes annonces, on avait les pubs des jeux à la télé et surtout la presse papier. Même pour chercher les cheat codes et les solus, des fois on les mémorisait en feuilletant en kiosque pour pas avoir à payer. Je me rappelle même avoir acheté exprès un magazine que tous mes potes avaient déjà, juste pour avoir le CD avec la bande annonce de Warcraft 3 et la remater en boucle. Ah ouais, les cinématiques Blizzard. Ouais, j'y reviendrai. Mon père m'avait acheté Age of Empires juste parce qu'il avait vu que ça parlait d'histoire. Dans sa tête, c'était un jeu éducatif. C'était ça ou pas de jeu du tout. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait pas fait là? Ça a été le coup de foudre, un jeu de stratégie en temps réel, pas au tour par tour. Il y avait le côté gestion, économie, construction, mais en plus avec la vitesse, l'urgence, les réflexes, il fallait tout gérer en même temps. C'était super galvanisant. En fait, avant, il y avait eu Command & Conquer par exemple, mais c'est Age of qui m'a fait tomber dedans et j'ai découvert les autres seulement après. Notamment
Mission accomplie. Peter Jackson n'avait pas encore réalisé la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ceux qui étaient fans de fantasy, c'était dans les livres, les jeux de rôle papier ou dans de rares films comme Willow. Alors un jeu de stratégie dans un univers de fantasy, c'était juste le pied ultime. Le jeu était développé par un studio du nom de Blizzard. On savait pas, mais c'était eux qui avaient fait Rock'n'Roll Racing et Lost Vikings quand ils s'appelaient encore Silicon and Synapse. Et on leur doit aussi ça. Diablo, c'était aussi un univers de fantasy mais hyper dark avec une ambiance glauque, des démons, des squelettes, des salles de torture. Le principe c'était du porte-monstre-trésor comme dans Donjons et Dragons. T'avances dans des niveaux, tu tabasses tout ce qui passe et tu ramasses des trésors. De temps en temps, tu retournes en ville pour te ravitailler ou revendre ton butin avec cette musique que personne n'a oubliée. Il y a un paquet de trucs qui m'ont marqué dans ce jeu, comme le fait que je sursautais comme une lavette à chaque fois que j'ouvrais la porte du boucher. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Fresh meat. Mais je me souviens surtout que c'est le jeu qui m'a le plus fait faire de progrès en anglais. Comme beaucoup de gens, j'avais une version originale sans sous-titres. Résultat, en cours au collège, j'aurais pas su demander mon chemin ou commander une pizza, par contre je savais très bien ce qu'était une Morningstar, une Claymore ou tout le vocabulaire des armures médiévales. Et donc ces gars-là faisaient aussi des RTS. Des RT quoi? Des jeux de stratégie en temps réel, Real Time Strategy, RTS. Apparemment, pour la prononciation de l'anglais, Diablo, ça suffit pas. Donc un STR si tu préfères, mais de science-fiction, c'était StarCraft. StarCraft, comme Warcraft avant lui, c'était un jeu super nerveux, super vivant. Mais comme je disais pour Diablo, c'était aussi un univers marquant. Il y avait chez Blizzard cette volonté de raconter des histoires, de poser des ambiances. La campagne solo, pour la plupart des gens, c'était plus important que le multijoueur. StarCraft imagine un futur où les terriens balancent dans le vide intersidéral des cargos entiers de prisonniers. Sauf qu'ils en paument quelques-uns qui finissent par se cracher dans le système coprodu. Autant vous dire qu'avec des vaisseaux bourrés ras la gueule de repris de justice, les gars qui fondent les colonies, c'est des vrais, des durs, des tatoués. Et c'est eux qu'on appellera les Terranes. Une ressemblance d'ailleurs assez importante avec la colonisation de l'Australie, mais on verra que ce n'est pas la seule inspiration historique. Le truc, c'est que dans le quartier, il existe deux autres races de type pas spécialement accueillantes. Les Protoss sont un peuple ancien et sage, mais aussi sclérosé, comme tous les peuples anciens et sages de toutes les histoires du monde. Ils ont été créés par des trucs encore plus ancestraux, les Xel'Naga. Les mêmes pseudo-divinités qui ont créé les Zergs, des genres d'insectes dégueux. Eh, mais c'est raciste! Pardon. Dotés d'une conscience collective incarnée par l'Overmind, les Zergs sont dénués de libre arbitre. Leur essaim, son délire, c'est de tout bousiller dans la galaxie, en assimilant au passage le patrimoine génétique de leurs victimes. C'est raciste aussi? Non, ça j'avoue, c'est un peu notre délire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Blizzard, c'est des gros geeks bercés trop près du mur de la fantasy, de la dark fantasy et de la SF. Du coup, là-dedans, on retrouve les classiques, les gros Marines du turfu, le peuple ancestral supérieur mais en déclin, ou les nuées d'insectoïdes à la croissance exponentielle. J'ai lu ici et là que c'était pompé sur Warhammer 40 000, mais c'est un peu l'hôpital qui se fout du Medivac, parce que tout ça c'est un recyclage de thèmes classiques de la SF, y compris le coup de la race antédiluvienne disparue, ou qu'on croit disparue. Rien que les Zergs, comme les Tyrannides de Warhammer, ils ressemblent aux Brutes de l'univers Marvel ou tout simplement aux Xénomorphes. D'ailleurs, le triptyque est le même dans l'univers Alien vs Predator, avec les Protoss qui ressemblent quand même vachement à des Predators à qui on aurait appris les bonnes manières. Dans Warcraft aussi, ils nous font le coup des peuples ennemis qui doivent s'unir contre le retour d'une force primordiale. Pareil pour le coup du gentil qui se transforme et passe du côté des forces qu'il combat. Et puis celui d'expliquer que ceux qui ont l'air méchants, ben en fait ils sont pas si méchants, ils sont juste manipulés. De toute façon, il faut se dire que ces influences classiques, c'est pas une absence d'originalité, c'est exactement ce qu'on voulait voir dans un jeu vidéo, parce qu'on baignait dedans et qu'on crevait d'envie de faire mumuse avec. Ce qui n'empêche pas qu'à l'arrivée, l'univers et l'ambiance avaient une patte, une identité qui a marqué les esprits. What is originality though? Well, in my opinion, it's just taking inspiration from so many different things that you can no longer identify one single source. Creativity! It's basically just a lot of stealing. Il faut dire qu'ils soignaient pas mal leur écriture et leurs effets pour des jeux de stratégie, ça changeait des intrigues nanardes de Command & Conquer.
Déjà, les personnages étaient beaucoup trop charismatiques. On avait ce bon vieux Jim Raynor, un Terran trop cool à la western, ancien criminel devenu shérif puis leader rebelle. Il avait ce côté bad boy au grand cœur qui a fait la popularité de Han Solo. Et dans le 1, il ressemble à Ken Kojandi. Il menait la révolution avec un chef du nom d'Arcturus Mengsk pour faire tomber le gouvernement corrompu. Cette intrigue politique rappelait l'ambiance de la guerre civile américaine, mais surtout reprenait étonnamment bien les schémas des révolutions historiques. D'abord une lutte légitime contre un oppresseur, puis une récupération par un leader, ici Mengsk, qui trahit ses potes les plus rebelles, récupérant quelques éléments de l'ancien régime et transformant la révolution en coup d'état pour instaurer un régime autocratique. Dans tout ça, Raynor fait office d'un genre de dissident, sorte de mix entre Guevara et Trotsky, un type qui continue la lutte en n'acceptant pas le nouveau régime né de sa révolution trahie. De leur côté, les Protoss avaient aussi des problématiques socio-politiques, avec leur civilisation avancée mais complètement déliquescente, qui refuse de voir ce qui leur pend au nez. Du coup, on avait la figure de Tassadar, grand sage respecté, qui devient rebelle pour secouer sa société, et qui va jusqu'à s'allier avec des parias, les Templiers Noirs dirigés par Zeratul. Il faut bien se dire que tout ça, c'était non seulement plutôt bien écrit, mais surtout hyper bien intégré au jeu. Les cinématiques, déjà, si tu les mates maintenant, c'est sûr que ça fait moche, mais à ce moment-là, c'était incroyable. Il y en avait plein, c'était parfois drôle, souvent puissant et très bien fait pour l'époque. Je rappelle qu'on fantasmait sur ça, hein. Depuis, Blizzard a toujours mis un point d'honneur à pondre des cinématiques époustouflantes. Et puis, les événements ne se passaient pas qu'entre les phases de jeu, c'était inclus dans les missions, dans le gameplay, avec des contraintes qui faisaient que chacune d'elles était différente et prenante. Alors que tu te démenais à cliquer partout, il se passait des trucs de dingue. Personne n'a oublié la mort de Phoenix, ou alors la deuxième mort de Phoenix dans l'extension Brood War, alors que tu te fais trahir en direct live par tes alliés. En fait, tu te fais trahir tout le temps dans ce jeu, alors que t'en chies déjà à fond les ballons pour remplir les objectifs. Et l'un des twists les plus marquants, c'est bien sûr Kerrigan. Ma reine. Meilleur perso du jeu. Personnage féminin le plus badass dans un jeu vidéo. Ouais, c'est clair. Attends une minute, je croyais que tu connaissais pas le scénario. Moi? Non, j'ai pas dit ça, non. Non. Alors toi aussi, tu m'as manipulé. Sarah Kerrigan est un super soldat trop badass avec des pouvoirs psychiques. La meuf à qui tu mets pas la main au panier sans finir avec une bastos dans la tronche. Et Raynor, il l'aime bien, Sarah. Sauf qu'on t'ordonne de l'abandonner face aux Zerg. Premier drame qui se passe en pleine mission et tellement d'anthologie que Blizzard l'a repris en cinématique dans StarCraft 2. Suite à ça, sans Sarah, rien ne va et tu finis la campagne Terran au bout de ta vie, trahi et abandonné de tous les côtés, notamment par le mec qui t'a poussé à l'abandonner. Quand tout à coup commence la campagne Zerg, où pendant les premières missions, tu trimbales un genre de cocon qui grandit. Tu sais pas trop ce que c'est, mais tu fais ce qu'on te dit et ça a l'air super important. Et là, le bidule arrive à maturité pour révéler. Find your way here, eventually. Sarah Kerrigan est devenue la reine des lames après que les Zerg l'aient assimilée. Et je veux dire, c'est plus ou moins du Dark Vador, mais ce personnage est juste incroyable. Charismatique, à la fois très sexy et très malsain, puissant, vengeur, cruel. C'est un méchant absolument parfait, parce qu'elle ne recule devant aucune saloperie, et pourtant tu comprends pourquoi elle en est là. En plus, tout ce qu'elle fait est tellement épique que tu la surkiffes même quand elle fout le respect en prison. D'ailleurs, ce qui est vraiment fort, c'est que ce n'est pas exactement un méchant, puisqu'une bonne partie de ses adversaires sont de vrais salopards et qu'elle a un rôle positif à jouer. Et puis, t'es tellement dégoûté pour Raynor. StarCraft 2 a continué ses histoires avec un certain soin, même s'ils n'ont jamais réussi à recréer des moments aussi puissants, des intrigues politiques aussi passionnantes. Globalement, ils sont beaucoup centrés sur la relation entre Raynor et Kerrigan, ce qui peut être assez fort par moments dans la campagne Terran de Wings of Liberty, notamment avec le twist final, mais la campagne Zerg de Heart of the Swarm a un peu fragilisé le personnage de Kerrigan, qui était jusque-là sans pitié. On peut quand même retrouver pas mal de dilemmes intéressants, mais ça part comme d'hab en prophétie de l'apocalypse, ce qui constitue pas la montagne de l'originalité ni en SF ni en fantasy. C'est bon, vous êtes contents? Bah alors? C'est sympa chez toi. Mais tu devrais construire des pylônes supplémentaires. Oh putain! Me dis pas.
Tu es le Protoss des Noëls passés. Plutôt des Noëls passés composés. C'est-à-dire... Souviens-toi, ça a commencé il y a quelques années. StarCraft 2 était sorti. À cette époque, tu jouais comme un possédé même. Mais pas seulement. Ça faisait 12 ans depuis l'extension de StarCraft 1. On s'est jeté sur StarCraft 2 et c'était toujours aussi cool, mais avec des graphismes plus modernes et des mécaniques nouvelles. Surtout le monde du jeu vidéo avait changé. À l'époque du 1, bien sûr, on jouait aussi en multi, en LAN déjà, surtout dans les cybercafés. Le jeu en ligne n'était pas aussi développé que maintenant. On allait aussi sur Battle.net et c'était le bordel. Le système de classement moderne n'existait pas. Du coup, nous, les boulets, on créait des parties spéciales noobs et on rageait quand des mecs forts y venaient juste pour nous humilier. On faisait des No Rush 25, des parties où on n'avait pas le droit de s'attaquer avant 25 minutes. Il faut dire qu'autant on croyait être balèze sur notre solo, autant en fait on jouait comme des pieds. Comme sur Age of Empires où on construisait juste des gros murs pour que l'IA nous foute la paix. Avec StarCraft 2, le multijoueur était devenu le centre du jeu pour nous. Affronter d'autres mecs sans pitié, essayer de monter dans le classement, réapprendre tout ce qu'on pensait savoir. Mais surtout, on a été un certain nombre à découvrir un truc qui nous paraissait complètement absurde, le sport électronique, la compétition de haut niveau. Bien sûr, ça date pas d'hier, les joueurs de Counter-Strike et Warcraft connaissaient déjà. Mais ça s'est soudainement popularisé, notamment avec les vidéos sur le net et le streaming. Soudain, on ne s'est plus contenté de jouer, on s'est mis à regarder les autres jouer. Même à nous, ça nous paraissait un peu étrange au début. Pourtant, c'était logique. Sur les bornes d'arcade, on matait les autres, on essayait de battre les high scores. Dans les LAN aussi, ou à plusieurs sur un canapé. Combien de jeux solo même on avait fait avec une manette qui tournait et toute la bande qui regardait en commentant. Au fond de nous, on savait déjà que le jeu vidéo, ce n'est pas qu'intéressant à jouer, c'est intéressant à regarder. Et on savait aussi que c'est une performance. Faites le test, même avec des non-gamers. Tu mets un jeu devant une foule qui comprend à peu près ce qui se passe et tout le monde est absorbé. C'est alors qu'on s'est rendu compte, via des commentateurs comme Ponfétude, que des gens jouaient à un très haut niveau et que le jeu était bien plus riche qu'il n'y laissait paraître. Un niveau comparable aux athlètes professionnels pour le sport ou aux champions d'échecs. On a vu débarquer sur nos vidéos des Coréens pour qui c'était un sport national, des types payés pour jouer et être bons, avec des sponsors, des événements, des retransmissions, des commentateurs qui pètent les plombs. Et là-dedans, on commençait à avoir nos petits champions français et d'autres foreigners, comme on dit pour tous les non-coréens. Et tout à coup, on en parlait entre fans, de tel match de dingue, de telle stratégie géniale. On se réunissait devant un match en direct avec des bières et des pizzas. Sérieux ? Il y a des gens qui regardent d'autres gens jouer ? Bah et alors ? Les footeux qui matent les matchs à la télé sans jamais toucher un ballon, personne leur dit rien. Et puis quand Kasparov, Ok, je vois ce que tu fais. Tu fais comme tout à l'heure, tu fais exprès pour essayer de me faire parler, c'est ça ? Tu devrais fournir des explications supplémentaires. Parce que bientôt on pouvait aller voir des événements en live, des salles combles, une ambiance de malade avec des holas et des cornes de brume, des commentateurs qui hurlaient, des orchestres sur scène et des invités de marque. Pour mater 4 Coréens qui tâtaient de la souris sur écran géant. Et c'était juste le pied. D'ailleurs, ça a impacté sur le jeu, les développeurs l'ont bien compris, parce que ça nous poussait à jouer, et à jouer bien, à essayer de faire telle technique, comme les pros, à affronter d'autres joueurs de notre niveau, comme une division amateur, ou comme on pourrait aller jouer au foot avec les potes le dimanche. On avait même nos chaînes, nos émissions, nos événements. Alors Bolshevik, qui est un joueur qui a joué dans le Funcraft de cette semaine, et qui a gagné une map qui n'est pas gagnable. Ah, nice. Non mais complètement ouf. Complètement cheaté. C'était incroyable. Okay. La foule était en délire. Ah bah j'imagine bien. Les femmes dans étaient le nues. studio. Enfin, c'était un truc de... Et puis, tu as arrêté. Mais c'est bon à la fin là, je fais d'autres trucs, voilà. J'ai plus de 15 ans. Mais c'est facile aussi pour vous les protos. Vous avez pas à bosser 35 heures pour un pauvre SMIC. Vous avez vos petits robots là qui vous font tout. Et vous êtes juste là, construisez des pylônes supplémentaires. Et faites un cassoulet pour ailleurs, et gna 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 là. Je suis sûr que vous vous occupez même pas de vos gosses. Tiens, mais d'ailleurs, comment vous vous reproduisez ? Je te sers un verre.
Jim Raynor, c'est toi le Terran des Noëls futurs? Salut. Il a ma tête là. Non mais lui, c'est Che Guevara avec un putain de vaisseau spatial. Tu peux prendre ta pelle et ton seau et aller jouer ailleurs, hein. C'est gentil, madame la petite voix dans sa tête, mais je n'ai qu'un seul amour. J'ai toujours voulu te demander, Kerrigan, tu trouves pas qu'elle est bizarrement plus sexy en zerg? Quoi? Massara, devenue cette abomination? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ça? Avoue. Ouais, j'avoue. Mais écoute-moi bien, Bolchegeek. Je suis là pour te montrer ton futur si tu arrêtes de jouer. Tu vas petit à petit laisser tomber tout ce que tu es. Tu joueras juste à Candy Crush dans le métro en allant à un boulot de merde sans saveur. Tu iras regarder la Coupe du Monde dans des bars remplis d'employés de bureaux moroses. Tu materas le grand journal chez toi le soir après avoir été chercher tes gosses au poney. Quand tu ne les emmèneras pas voir la dernière comédie de Kev Adams. Tu voteras pour les mêmes notables bidons et tu t'informeras sur BFM TV. Tu vas petit à petit devenir tout ce que tu détestes, te transformer dans un cocon douillet pour finir par rejoindre l'essaim et la bonne conscience collective dirigée par l'Overmind. T'es en train de m'expliquer que je vais avoir une vie de merde parce que je joue pas à StarCraft? T'as conscience que c'est pas une vidéo sponsorisée? Non mais t'as toujours pas compris que c'était pas une histoire de StarCraft? Bah, c'est vous qui faites que de me parler de ça depuis tout à l'heure. Montre-lui, Jim. StarCraft, ce n'est qu'un jeu. Mais les jeux vidéo, ça n'est pas que ça, justement. Pas seulement des jeux. Tu l'as dit toi-même, ils t'ont offert des souvenirs mémorables, des expériences inoubliables. Ils t'ont appris à réfléchir, à te dépasser, à faire fonctionner ton cerveau. Ils t'ont raconté des histoires, fait ressentir des émotions. Pour toi, il y a l'abandon de Kerrigan, la mort de Phoenix ou la trahison de Mengsk. Pour d'autres, il y a la mort d'Aerys, la mission suicide de Mass Effect 2 ou l'affrontement avec Psychomantis. C'est aussi important que Je suis ton père dans Star Wars ou la mort de Mufasa. Le jeu vidéo t'a montré des mondes et, ce faisant, t'as parlé du tien, t'as fait penser, explorer, expérimenter, comme le font les livres, les films, les séries ou les contes au coin du feu, mais avec leur façon bien à eux de t'immerger, de te rendre acteur de ces moments. Et tout ça, ça n'est pas juste des instants seuls devant un écran, ce sont des souvenirs et des expériences partagées avec les joueurs du monde entier. Maintenant, le jeu vidéo a gagné ses lettres de noblesse, quoi qu'en disent les réfractaires. Il permet aux gens de se rencontrer dans des conventions, des LAN ou n'importe quel événement. On peut se retrouver dans des stades pour acclamer d'autres joueurs, avec d'autres joueurs, et refaire le match dans un bar. Il y a même des bars consacrés à ça, au sport électronique, à la culture geek ou au rétro gaming. Des endroits pour tout le monde pour se retrouver. Il y a de plus en plus de vie, de plus en plus de lieux, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Tu comprends? Vous avez gagné. Maintenant, tout le monde joue. N'en déplaise aux petits cons qui voudraient que ça reste un loisir de mecs blancs hétéros de 15 ans ou les médias généralistes qui pensent que c'est le cas. Les gamers ont un travail, parfois même en font leur travail. Ils se marient, font des gosses et ils continuent à jouer. Il y a des hommes, des femmes, des friqués, des prolos de toutes les couleurs, croyants ou non, des homos, des hétéros, des trans. À côté, ils font du foot, du macramé ou des vidéos sur internet. Tout le monde joue, ou plutôt il y a des joueurs de tous les types. Tu as de moins en moins d'excuses pour arrêter. Tu n'en as en fait jamais eu. Tu peux jouer à côté de ton taf, avec tes collègues même. Tu peux jouer en coop avec ton mec ou ta nana, ou bien l'observer jouer. Tu pourras aller voir des compètes en famille ou entre potes. Si ça se trouve, c'est à cet entraînement-là que tu iras aller chercher tes mômes. The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells and there's holly, the kids are gung-ho. True love finds a kiss beneath fresh mistletoe. Some families are messed up while others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. My sisters are whack jobs, I wish I had none. Their husbands are losers and so are their sons. My nephew's a horrible, wise little twit. He once gave me a nice gift wrapped
icy snowballs. I'd like to take 'em out back and deck 'em more than the halls. With family like this, Gérard,